Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau journal sur TV Fil 78 et dans l'actualité de ce 5 mars 2015 dans les Yvelines, les conséquences de l'énorme perte de près de 5 milliards d'euros par le géant français du nucléaire Areva. Areva installé à travers le monde et notamment à Montigny-le-Bretonneux depuis plus de 30 ans. La Cour d'appel de Paris a accepté la révision de l'arbitrage dans l'affaire opposant Bernard Tapie au Crédit Lyonnais, un arbitrage datant de 2008 et dénoncé par le professeur agrégé de droit privé Thomas Clay. Il est aussi le vice-président de l'université de Versailles-Saint-Quentin, vous l'entendrez tout à l'heure. Premier temps fort de la saison des courses cyclistes par étapes, le Paris-Nice qui va débuter ce week-end, un départ donné depuis les Yvelines à Maurepas plus précisément. 4,8 milliards d'euros de pertes et un plan de redressement pour le géant français du nucléaire. La situation d'Areva inquiète au plus haut niveau de l'État. Ce jeudi matin, Emmanuel Macron a reçu maires, députés, sénateurs, représentants syndicaux. Le ministre se voulait rassurant, pas de licenciement, mais dans les différents sites et notamment à Montigny-le-Bretonneux, on reste inquiet. Reportage. 4,8 milliards de pertes pour la seule année 2014. Fleuron français du nucléaire, Areva est aujourd'hui un colosse au pied d'argile. Détenu à 87% par l'État et employant 30 000 personnes dans l'Hexagone, le groupe est aussi présent au niveau industriel dans une quarantaine de pays et dans près d'une centaine au niveau commercial. L'annonce de ces mauvais résultats a donc véritablement sonné les syndicats qui s'attendent à une réduction d'au moins 15% des effectifs, et notamment sur le site de Montigny-le-Bretonneux installé depuis 1981. La direction est assez vague. Il va y avoir effectivement, avec les instances représentatives du personnel, un certain nombre de rencontres tracées. Un accord de méthode est prévu pour fin mars, début avril. On entend bien le gouvernement qui aussi peut-être pour cause d'élection, dit qu'il n'y aura pas un impact social. On fera appel plutôt à du volontariat. Mais le volontariat, vous savez, c'est assez large. Principale crainte des syndicats, voire les plus âgés et donc les plus expérimentés, quitter Areva. À Montigny-le-Bretonneux, 1 millier de salariés qui travaillent pour moitié sur le transport, l'entreposage et le stockage de matières nucléaires. Les autres intervenant pour des filiales de la multinationale. Pour sortir de la crise, François Hollande a souhaité voir s'opérer un rapprochement avec EDF. Le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, évoque refonte du partenariat et même rapprochement capitalistique. On peut en penser du bien dans les secteurs, comment dirais-je, de l'ingénierie en particulier. Dans ce secteur-là, travailler sur des nouveaux modèles ensemble, comme on l'a fait déjà par le passé. Le tout est effectivement de voir si c'est contraint à se efforcer ou si c'est en bonne alliance. En 2013, Areva avait déjà annoncé une perte de 500 millions d'euros. L'invité de ce 5 mars à présent, Thomas Clay, bonsoir. Bonsoir. Professeur agrégé de droit privé, vice-président de l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines, en charge de la stratégie de l'établissement, doyen honoraire également. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, imposant ouvrage, le Code de l'arbitrage commenté aux éditions LexisNexis. Nous vous recevons ce soir tout simplement parce que vous êtes le principal artisan du recours contre cet arbitrage Tapie, arbitrage qui lui avait permis de remporter 403 millions d'euros en 2008 dans un litige l'opposant au Crédit Lyonnais. Alors sur quoi s'est basée la Cour d'appel de Paris pour revenir sur cet arbitrage, tout simplement? Alors, je dois quand même corriger, vous êtes très gentil, mais je ne suis pas le principal artisan. J'ai été celui qui a... On vous a beaucoup entendu sur cette question-là. Voilà, je me suis exprimé, j'ai porté médiatiquement ce recours, je l'ai porté aussi intellectuellement, j'ai répondu aux questions qu'on me posait quand on me posait des questions, mais il y a eu des avocats, il y a eu des magistrats qui ont quand même rendu cette décision, qui est effectivement un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 février dernier, et qui est un arrêt qui annule, qui juridiquement rétracte, mais disons ça revient à une annulation, la sentence arbitrale litigieuse que vous venez d'évoquer, qui avait été rendue le 7 juillet 2008 au profit de Bernard Tapie, qui avait obtenu des sommes faramineuses à ce moment-là, 405 millions d'euros, dont 45 millions de ce qu'on appelle le préjudice moral. Eh bien, après des années et des années, il aura fallu donc 7 ans pour que cette sentence soit annulée. Quels ont été les éléments concrets pour annuler cette sentence, justement? C'est très simple. L'arrêt est absolument accablant. Il est méticuleusement rédigé. Il est très intelligemment pensé. Il constate et il sanctionne la fraude. Il y a eu une fraude dans cet arbitrage, une collusion frauduleuse entre un arbitre, un avocat, l'avocat de Bernard Tapie, maître Maurice Lantourne, et le bénéficiaire de cet arbitrage, c'est-à-dire Bernard Tapie. Il ne fait que dire ce que certains, dont moi, disaient depuis des années et des années. Pourquoi? Pour ne pas confondre cette procédure, cet arbitrage entre guillemets,
avec l'arbitrage en général, qui est une procédure qui fonctionne et dont, je dois le dire ici, sur votre plateau, le droit de l'arbitrage a son pôle d'excellence dans l'université de Versailles-Saint-Quentin, l'équipe de recherche que j'anime avec d'autres et qui est la référence en France. Justement, ça va devancer un peu la suite de mes questions, mais vous êtes aussi donc l'auteur de cet ouvrage, le Code de l'arbitrage commenté. Ça veut dire tout de même qu'il y a eu les limites de l'arbitrage ont été démontrées avec cette affaire-là? Non, je pense pas. Je pense que simplement l'arbitrage, comme toute institution, peut à un moment être instrumentalisé au profit d'un projet frauduleux et que quand on est attaché à cette institution, il faut la défendre, il faut dénoncer donc la fraude et que cette fraude soit sanctionnée. Nouveau procès en septembre. On peut en attendre quoi de ce procès finalement? La restitution aussi des 403 millions d'euros, parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Je pense que la restitution va intervenir avant le mois de septembre, puisqu'en réalité, si vous voulez, Bernard Tapie a obtenu 405. Tout le monde dit 403, mais en fait c'est 405. Sur ce chiffre-là, 405 millions d'euros en 2008, au terme d'une décision qui a été annulée. Donc lorsque la décision est annulée, l'indemnité produite de cette décision est également annulée. Donc je pense que l'État serait bien avisé, de manière imminente, de demander la restitution de la somme, sans attendre le procès au fond, puisqu'on revient en réalité là où on en était en 2007, d'ailleurs devant dans la même cour, c'est intéressant, devant la Cour d'appel de Paris en 2007, on était au bout du processus du conflit entre le Crédit Lyonnais et Bernard Tapie, et tout d'un coup, hop, on a retiré le dossier de la compétence de la Cour d'appel pour le transmettre à un tribunal arbitral. Eh bien, cette procédure, ce retrait, cette dépossession vient d'être annulée, et la Cour d'appel va donc dire si oui ou non Bernard Tapie a été floué par le Crédit Lyonnais. Vous nous disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas le principal artisan, parce qu'il y a eu des avocats, des juges qui se sont prononcés sur tout ça, mais au-delà de ça, vous en avez fait un combat véritablement important pour vous, pour rétablir la justice telle que vous l'entendez, et c'est pour ça. Au final, c'était aussi un conflit d'hommes avec Bernard Tapie? Moi, je ne connais pas Bernard Tapie. Il semble bien vous connaître, quelquefois, quand on écoute ses déclarations. Effectivement, il m'a pris en grippe, il m'a attaqué en diffamation, en première instance, en appel. Je l'ai fait condamner pour cette procédure audacieuse, pour ne pas dire téméraire. Mais je ne le connais pas, j'ai absolument rien contre lui. Je pense que la discipline, la matière que je vis, que j'enseigne, que je pratique comme arbitre, a été attaquée, elle, et qu'il fallait la défendre. Alors c'est tombé dans mon secteur de compétences, donc effectivement j'ai été identifié comme étant un des experts, je suis pas le seul, mais à partir du moment où les journalistes, vous savez, quand ils en trouvent un, ils continuent avec le même, et j'ai été entendu à la Commission des Finances comme expert, à la Commission des Finances de l'Assemblée nationale, et donc progressivement, oui, il y a les informations qui me sont arrivées, et puis ces informations, je les ai redonnées à la presse. Vous disiez les journalistes justement qui viennent vous voir, on vous définit tout de même comme un juriste médiatique de gauche aussi, hein? Je cache pas mes opinions politiques. Je suis effectivement de gauche. Tout le monde le sait. Ça n'a rien à voir avec ce dossier. D'ailleurs, c'est pas un dossier politique. C'est Bernard Tapie qui a essayé de politiser le dossier. C'est pas un dossier politique. D'ailleurs, dans les 6 personnes qui sont mises en examen pour escroquerie en bande organisée, il n'y a aucun politique. C'est simplement une affaire de gros sous, une escroquerie avec un instrument qui est l'arbitrage. Et moi, je défends l'arbitrage. Et que pensez-vous justement de cet arbitrage? C'est notre question du jour. Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Saint-Quentin en Yvelines ce matin. Comme il y a beaucoup d'hommes politiques qui se gargarisent, je suis fier, je fais confiance à la justice de mon pays, donc je fais confiance à la justice de mon pays. Tout le reste, c'est des hommes politiques qui magouillent. Ça me dégoûte. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je pense que c'est un voyou, qu'il magouille bien avec tous ces hommes politiques qui nous dirigent et qu'il y en a beaucoup d'autres qui devraient être mis en examen. Voilà. Je pense pas ça lui emballe, mais il les a touchés. Maintenant, il fallait pas leur donner, il faut lui donner. Il les rendra jamais. Je crois qu'on lui en veut beaucoup, déjà d'une, et puis on ne saura jamais la vérité en fin de compte. C'est intéressant, on ne saura jamais la vérité. Si, moi je pense qu'on saura la vérité. De toute façon, il n'y a qu'une seule vérité en France, c'est la vérité judiciaire. La Cour d'appel va se prononcer. Mais c'est vrai que votre reportage est intéressant parce qu'on voit combien l'opinion est contrastée. Et c'est vrai que Bernard Tapie est très fort pour faire passer une idée. Et l'idée qu'il a fait passer, c'est que... un homme médiatique, une bête politique appréciée en tout cas. Oui, non, mais c'est quelqu'un qui a énormément de talent, incontestablement. Mais l'idée qu'il a réussi à faire passer, c'est qu'il est peut-être un voyou, ça peut-être, mais qu'il est trouvé plus voyou que lui et qu'il s'est fait avoir par le Crédit Lyonnais. Et ça, certaines personnes proches du dossier pensent que c'est une mystification et on aura la réponse le 29 septembre 2015 quand la Cour d'appel se prononcera. Moralisation de la vie politique, c'est votre combat aussi. Là, c'est pas très bon cette affaire-là pour l'image de la vie politique, même si au final la justice, maintenant qu'il y a eu révision de cet arbitrage, mais votre prochain combat, ce sera quoi ?
Écoutez, on verra bien. Moi, si je peux rendre service, je le ferai avec plaisir. Je me laisse porter un peu aussi par les événements et par l'actualité. Mais c'est vrai que, si vous avez raison de le souligner, cette affaire Tapie s'inscrit dans un cheminement politique, ou plus exactement éthique, plus ancien, qui consiste effectivement à défendre un certain nombre de valeurs et de pratiques. Et il y a encore du travail. Merci Thomas Clé d'être venu en plateau et nous reprenons le cours de ce journal. La suite de ce journal, c'est avec le Paris-Nice, premier temps fort de la saison des courses par étapes, des courses cyclistes bien sûr en Europe qui va débuter ce week-end. Et une fois de plus, les Yvelines sont à l'honneur. Le prologue, ce sera à Maurepas. Michael Elmidoro pour ce sujet. Le prologue du Paris-Nice 2015 s'élancera de Maurepas ce dimanche. Le départ de ce contre-la-montre sera donné à 13h30 dans la rue de Montfort. Après une première partie dans la zone industrielle, les 219 coureurs vont emprunter un espace boisé avec une descente et un virage dans le bois de Prud'homme, rue de la Butte Rouge, la première difficulté de l'épreuve. Il va vraiment falloir bien le repérer puisque sur la gauche il y a un petit terre-plein en pavé et donc en pleine trajectoire. Donc il faudra vraiment bien le repérer en amont pour pas se tromper dans le virage. Des côtes seront également au rendez-vous de l'épreuve de 6 km 700. Après une première montée dans la rue du Bois d'Acacia, les coureurs devront ensuite emprunter la redoutable rue de la Tour. Une pente stratégique où des écarts peuvent se creuser. Moi je connais très bien le parcours parce que j'ai fait des courses sur ce parcours. On faisait plusieurs tours. Effectivement, donc c'est une bosse qui fait très très mal pour un coursier lambda, on va dire. Je pense que les pros ils vont la passer sur la plaque en gros plateau. Il peut y avoir des écarts effectivement, alors minimes. Sur 6 km 7 c'est pas grand chose. La dernière difficulté est à signaler à 2 km de l'arrivée. Le sprint final s'engagera sur le chemin de Paris pour se terminer dans le boulevard Michel Miseret. Il faudra donner un dernier coup de pédale pour terminer dans les premiers. Ça va vraiment voyer et c'est là que les écarts se feront parce que ceux qui sont moins bien, n'arriveront pas à relancer et celui qui a la puissance pour le faire va creuser les écarts. Après ce prologue à Maurepas, les cyclistes repartiront dès le lendemain de Saint-Rémy-les-Chevreuses pour la première étape de ce Paris-Nice. Le journal revient demain, vendredi, aux mêmes horaires. Excellente soirée sur TV Fil. Vous retrouverez notamment Florane Parfait pour une nouvelle édition, nouveau numéro de Fil Écho. Et puis, je vous retrouve également pour le deuxième débat de la campagne des départementales ce soir avec les candidats du canton de Maurepas. Excellente soirée.